Bien, nous allons reprendre avec cette nouvelle rencontre autour des questions de santé publique et aussi bien sûr de protection de l'alerte et des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Donc je vous laisse vous installer et puis on va laisser la parole à Ariane qui va lancer cette rencontre, Ariane Denoyel. Merci. Bonjour à tous. Vous savez que cette rencontre est consacrée, s'intitule Santé publique, quel contrôle du médicament. Je vous présente tout de suite nos invités. Cécile Barrois de Sarigny, vous êtes adjointe de la Défenseure des droits, chargée de la défense des lanceuses et lanceurs d'alerte. Vous êtes magistrate et vous avez notamment exercé des fonctions de rapporteur public au Conseil d'État. Vous avez participé à la rédaction du Code des relations entre le public et l'administration, dont Raymond Avrier a parlé à plusieurs reprises. Vous avez également été correspondante pour le Conseil d'État du réseau des cours suprêmes nationales de la Cour européenne des droits de l'homme. Je précise tout de suite que nous allons évoquer avec nos deux autres invités une affaire judiciaire en cours et que bien entendu vous n'allez pas vous prononcer sur l'espèce, vous n'êtes pas là pour ça. Pas sur le cas d'espèce, mais sur votre rôle et celui de la défenseur des droits de façon plus générale. Yoko Motohama et Vincent Schmitt, vous êtes respectivement docteur en informatique et docteur en mathématiques et chercheur. En 2021, votre fils Romain, qui avait alors 16 ans, a souffert de TOC. Un psychiatre lui a prescrit un antidépresseur qui s'appelle la paroxétine, un antidépresseur très courant. Et après une courte amélioration des TOC, l'état de Romain s'est dégradé, son comportement et sa personnalité ont changé. Le psychiatre n'a pas identifié les symptômes d'une réaction délétère à l'antidépresseur, a augmenté les doses, a ajouté un autre médicament lourd qui est un neuroleptique. Et en septembre 2021, Romain a mis fin à ses jours. Vous avez ensuite découvert que les antidépresseurs pouvaient provoquer des suicides. Et vous avez décidé de porter plainte pour homicide involontaire. La procédure donc suit son cours. Vous savez que vous êtes engagé dans un marathon judiciaire, notamment parce que ce qui a conduit à la mort de Romain, et c'est ce que vous avez découvert au fil des années qui sont écoulées depuis, c'est qu'à l'origine de sa mort se trouve une chaîne de dysfonctionnement systémique, c'est vraiment le terme qui convient, qui implique l'industrie, les revues médicales, les autorités sanitaires et bien sûr les prescripteurs. Et qu'à chaque maillon de cette chaîne, des alertes n'ont pas été lancées ou n'ont pas été entendues, ce qui vous contraint in fine à porter le combat sur le terrain judiciaire. Je signale, pour terminer ce propos d'introduction, que votre histoire est racontée dans le numéro de Qui vive. Donc les étudiants qui sont là ont fait un reportage sur l'histoire de Romain et votre histoire. Avec la coopération de l'école Émile Cole pour le graphisme, ça c'est pour tout le magazine et on remercie vraiment les étudiants de l'école Émile Cole pour cet apport qui est très appréciable. Je voulais aussi remercier Gilles et Giuseppe Manoni qui sont venus de Corse, qui sont là. Eux aussi, leur histoire ressemble à celle de Romain. Donc leur fils avait 20 ans. Il a été mis sous paroxétine aussi et il a mis fin à ses jours quelques jours après. Merci d'être là. Alors peut-être pour lancer la discussion, on peut dire que beaucoup d'alertes ont porté sur le médicament. On pense toujours au Mediator, qui avait mis en évidence de graves lacunes des autorités sanitaires face aux dissimulations du laboratoire Servier. On peut penser aussi à l'Androcur, à la Dépakine. Donc Cécile Barrois de Sarigny, je vais vous passer la parole, parce que vous nous aviez signalé quand on préparait cette conférence que en France, les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte sont notamment pas mal issus du cas Mediator et Irène Frachon.
Merci beaucoup Ariane, merci beaucoup, merci pour cette invitation et peut-être commencer par rebondir sur ce que vous avez indiqué pour dire qu'effectivement je suis ici au nom du défenseur des droits pour vous parler de l'existence de ce cadre légal, de ce système de protection des lanceurs d'alerte et finalement je crois que je vais être une des seules aujourd'hui à ne pas témoigner, je ne porte pas un témoignage mais en réalité je voudrais évoquer avec vous un cadre qui j'espère permettra d'accueillir toutes les histoires qu'on entend aujourd'hui le plus efficacement possible pour qu'il y ait moins de drames et en tout cas des alertes qui soient mieux écoutées. Et effectivement, vous soulignez le cas du Mediator et il est intéressant de relever que finalement la législation sur les lanceurs d'alerte telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est née des alertes. Et c'est en voyant qu'on avait besoin de protéger ceux qui avaient alerté qu'on s'est dit qu'à un moment, il allait falloir mettre en place un dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Alerter, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'en tout temps, en tout lieu, il s'est trouvé des personnes qui, comme Madame Wimmer l'a expliqué tout à l'heure, pour reprendre cet exemple, eh bien, ont trouvé que l'épaisseur du trait était trop grosse et qui, à un moment, se sont dit je ne peux pas ne rien dire et j'ai besoin de signaler les choses. Cependant, et je crois que l'exemple précédent l'a montré aussi, alerter, ça perturbe. D'abord, ça brise dans l'entreprise, notamment, ça brise la consigne de silence. Ça donne l'impression, alors que je crois que c'est tout l'inverse, mais ça donne l'impression d'une forme de déloyauté qui va heurter au sein de l'entreprise. C'est finalement vu souvent comme un acte d'insubordination. Et par ailleurs, au sein même du collectif de travail, lancer l'alerte, ça dérange, y compris ceux qui ne sont pas dans la chaîne hiérarchique. Les collègues peuvent se dire finalement c'est un triste cirque, qu'est-ce qui vient nous embêter, on est bien comme ça désorganise. Et donc ça suscite une forme de violence et en réaction, eh bien, ça suscite de l'entourage et notamment des employeurs une tentation de représailles. Et donc il est apparu nécessaire de protéger les lanceurs d'alerte. Au fondement de toute cette protection se trouve un principe qui est très important et qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est la liberté d'expression. On a le droit d'alerter. Et ce droit d'alerter, il est reconnu depuis les années 2000 par la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la liberté d'expression. Et c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui est la première à dégager des règles pour protéger la liberté d'expression dans l'entreprise notamment. Et puis ensuite, en France, on a vu se développer une série de législations à la suite d'alertes. Et notamment, en 2011, on a une législation, c'est une loi du 29 décembre 2011, qui protège, qui renforce la sécurité sanitaire dans le médicament, après l'affaire du Mediator, et qui protège, qui interdit toute forme de représailles à l'encontre des personnes qui vont alerter dans ce domaine. En 2013, on a une loi sur les lanceurs d'alerte dans le domaine environnemental. En 2013 également, à la suite d'un scandale financier et de fraude fiscale, on a une loi qui protège les lanceurs d'alerte, agents publics qui dénoncent des actes de corruption ou de fraude fiscale. Donc on a eu comme ça une succession de législations. Et puis, parce que des associations l'ont demandé, et je pense notamment à Transparency International qui a joué un rôle très important, des avocats aussi l'ont demandé, on dit mais à un moment ça suffit, on ne va pas faire une série de législations sectorielles, on a besoin d'un cadre général. Et c'est comme ça qu'est née une loi du 9 décembre 2016, qui est la loi qui s'applique encore aujourd'hui, qui est une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Alors juste peut-être en 2 mots, vous dire que cette loi, elle fait 2 choses principalement. Elle définit le lanceur d'alerte et ensuite elle accole une série de protections, notamment devant le juge, pour lutter contre les éventuelles représailles, donc protections qui sont accolées aux lanceurs d'alerte. C'est un progrès qui est très important, qui est majeur. La loi, elle va donner des garanties, mais en même temps, la loi, elle va figer aussi les choses. Elle donne une définition. Donc ce qui n'est pas dans la définition, eh bien, on a tendance à dire que ce n'est pas un lanceur d'alerte au sens de la loi, et donc on ne pourra pas le protéger. J'insiste parce que cette loi, elle fixe quand même des conditions. Pour être lanceur d'alerte, il faut avoir alerté sur un ensemble de choses, crimes, délits, atteinte à l'intérêt général, et il faut l'avoir fait dans les conditions posées par la loi. La loi, elle ne permet pas d'alerter, notamment en première intention, en saisissant les médias. La question de la médiatisation a été évoquée tout à l'heure. Eh bien, le législateur a prévu que l'alerte, la forme naturelle d'alerte, ce n'était pas l'alerte auprès des médias. C'est une alerte auprès
soit de l'employeur, soit, et maintenant le choix est complètement libre pour le lanceur d'alerte, soit auprès d'une autorité qui va être désignée pour cela. Et si vous respectez ce cadre, et c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin de connaissance de ce cadre, et c'est un peu le rôle aussi de l'institution que je représente aujourd'hui, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un ensemble de protections. Donc à la fois une avancée et en même temps un cadre juridique qu'il faut respecter. Et alors je terminerai peut-être avant de passer la parole pour vous dire que fait le défenseur des droits dans cette histoire, sans entrer dans le détail. Le défenseur des droits, Madame Awimer l'a bien dit tout à l'heure, c'est une institution de la République, c'est une administration de l'État, donc c'est une autorité administrative, mais qui présente cette particularité d'être une autorité administrative indépendante. Alors, autre particularité, elle est prévue par la Constitution, donc on ne peut pas nous supprimer, sauf à réviser la Constitution qui, alors de tout temps, mais particulièrement en ce moment, ça s'avère particulièrement difficile. Donc nous sommes une autorité administrative, mais indépendante. Et donc, dans nos missions, nous avons 5 domaines de compétences, dont la protection des lanceurs d'alerte. Nous sommes censés essayer de donner son plein effet à la loi, à une loi qui protège des droits et libertés, et dire également ce qui ne va pas dans l'application de cette loi. C'est ça notre indépendance. À la tête du défenseur des droits, vous avez une personne qui est Claire Hédon aujourd'hui, la défenseur des droits, qui est nommée pour un mandat de 6 ans, non renouvelable, non révocable. Et moi, en tant qu'adjointe, j'ai été désignée par Claire Hédon, et à la fin de son mandat, je terminerai le mien, et qui sera également non renouvelable. Nous sommes une autorité administrative indépendante dont l'une des particularités est d'être spécialisée dans la lutte contre les discriminations. Et c'est pour ça qu'en 2016, on a pensé à nous, au moment où on créait un statut général de lanceur d'alerte, pour accompagner les lanceurs d'alerte, dont évidemment, si on a besoin d'une loi de protection des lanceurs d'alerte, c'est que les lanceurs d'alerte sont trop souvent victimes de discrimination. Donc nous, notre rôle, c'est à la fois d'avoir un regard sur le droit de l'alerte, qu'est-ce qui fonctionne, dysfonctionne, comment on peut faire en sorte que les choses évoluent. La loi de 2016 a beaucoup évolué en 2022 et on a été pleinement associé à ces évolutions. Et puis par ailleurs, on est saisi, j'y reviendrai peut-être, par des personnes à titre individuel pour les accompagner, pour faire en sorte qu'elles puissent à la fois alerter dans de bonnes conditions et subir le moins possible, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que vous avez saisi le défenseur des droits que vous ne subissez pas de représailles, mais on va aider à soit prévenir les représailles, soit à lutter contre les représailles. Et je terminerai en disant que cette expertise-là, elle nous conduit aujourd'hui à traiter environ 800 dossiers par an. Il faut savoir que quand on a été créé, lorsqu'on a eu cette mission de lanceur d'alerte en 2016, on avait 80 dossiers par an. Ça veut dire que aujourd'hui, on est mieux identifié sur le sujet et on traite de plus en plus de dossiers, ce qui en soi, même si je n'ose pas le dire devant les équipes parce que les équipes croulent évidemment sous les dossiers, en soi est une très bonne chose. Merci Cécile. Peut-être juste avant de passer la parole à Yoko et Vincent, est-ce que vous pouvez encore nous dire comment les services de la défenseur des droits instruisent les dossiers, avec quels critères d'appréciation finalement, et quel est le rôle du contradictoire dans cette procédure ? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs façons d'accompagner les lanceurs d'alerte. La première chose qui nous est... Alors, d'abord, on a une mission d'information. Et ça a été dit tout à l'heure, et c'est crucial. Si personne ne connaît le droit des lanceurs d'alerte, eh bien, personne ne mobilise ce droit. Et quand je parle information, je dis tout d'abord information grand public. J'ai vu, moi, dans des articles de journaux, des collectifs de lanceurs d'alerte qui, quand je les appelais, je leur disais, eh bien, est-ce que vous avez sollicité la loi ? Mais on ne savait pas qu'il y avait une loi. Donc les gens se disent collectif de lanceurs d'alerte, mais ne savent même pas qu'il existe un cadre légal qui, encore une fois, quand on le mobilise, peut être très intéressant. Donc information du grand public, c'est ce qu'on fait. On a fait un guide sur les lanceurs d'alerte qui est à disposition sur notre site. Information des professionnels. Le statut du lanceur d'alerte, il n'existe que s'il est mobilisé par les avocats, que s'il est compris par les juridictions. Donc on forme les juridictions, on va devant donc avocats, on va également, moi je fais des interventions très régulièrement à l'ENM pour former, acculturer. Donc ça c'est information générale. Ensuite, les personnes nous demandent parfois à titre individuel de les orienter. C'est-à-dire qu'elles ont repéré quelque chose. On parlait tout à l'heure de l'investigation. Nous, ce qu'on demande aux lanceurs d'alerte, c'est qu'il ait déjà des éléments avant de nous saisir. On ne va pas aider à débusquer, chercher. Nous n'investiguons pas les faits objets de l'alerte. En revanche, lorsqu'on nous dépose des faits,
on peut demander aux défenseurs des droits vers qui se tourner pour que ces faits soient expertisés. Donc très simplement, les personnes viennent nous voir avec des alertes. Et bien voilà, avec toute une série de mails, toute une série de documents, en nous disant « voici ce que j'en tire » et vers qui je peux me tourner. Donc nous les envoyons vers l'Agence française anticorruption, vers la Commission nationale informatique et liberté, vers des autorités qui sont compétentes pour ce faire. Ces mêmes personnes peuvent ensuite venir nous voir en disant « je crois que je suis lanceur d'alerte, j'ai alerté, c'est plus mon sujet, aidez-moi à ne pas subir de représailles ou j'ai été licencié, aidez-moi à faire annuler mon licenciement. » Eh bien là, dans ces cas-là, on intervient. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous étions une autorité administrative indépendante. Nous ne sommes pas une juridiction. Et donc, nous n'avons pas de pouvoir de décision. C'est-à-dire que moi, je vois bien, parce que j'ai été membre d'une juridiction, j'ai vu comment c'était d'avoir beaucoup de pouvoir décisionnel et comment c'était aux défenseurs des droits. Je ne dis pas que le défenseur des droits n'a pas de pouvoir, je ne dis pas qu'il n'essaye pas d'influencer les choses, mais nous ne pouvons pas décider. Donc moi, je ne peux pas dire à quelqu'un « vous êtes lanceur d'alerte et c'est décidé, un point c'est tout ». C'est le juge qui le dira le moment venu. Par contre, je peux faire en sorte, lorsque je pense que c'est le cas, de convaincre et de trouver les arguments qui vont convaincre un juge. Et donc c'est comme ça qu'on intervient. On va prendre un dossier. On va s'interroger, est-ce que cette personne répond bien à la définition, est-ce qu'elle a bien alerté et est-ce qu'elle a subi des représailles. Alors parfois, dans certains cas, on ne peut pas aller sur le terrain des représailles, mais je n'irai pas sur ces situations particulières. Est-ce que vous avez subi des représailles? Et là, on a toujours en principe une phase contradictoire, c'est-à-dire qu'une personne vient nous dire « je suis lanceur d'alerte, j'ai été licencié à cause de mon alerte », eh bien, on va expertiser et si on y croit, on va dire « attendez, avant de prendre position, on va aller avertir votre employeur, enfin lui demander des explications. » Et là, c'est très important d'avoir saisi le défenseur des droits parce qu'on a des pouvoirs d'investigation qui sont très importants, qui sont prévus par la loi organique. Si on ne nous répond pas, le défenseur des droits peut exiger que des pièces nous soient transmises. Donc on fait du contradictoire, on reçoit les informations de l'employeur et ensuite on prend position. Soit on n'y va pas, c'est-à-dire qu'on ne produit pas devant la juridiction, donc on ne dit rien. C'est parce qu'on pense que la personne soit n'est pas victime de représailles, soit ne remplit pas finalement les conditions pour être lanceur d'alerte, soit on y va et on produit devant la juridiction au soutien du lanceur d'alerte. Je précise qu'il est un cas dans lequel nous ne faisons pas de contradictoire, c'est quand les lanceurs d'alerte viennent nous voir en nous disant « je ne suis pas encore victime de représailles, mais je crains de l'être », notamment si mon employeur est au courant, j'ai été anonyme, etc. Si on a un contexte comme ça, dans ces cas-là, nous, la seule chose qu'on peut faire pour le lanceur d'alerte, c'est lui livrer une analyse juridique sur sa qualité de lanceur d'alerte. Et donc, on va lui faire ce que nous, on appelle la certification de lanceur d'alerte. Et il arrive très régulièrement, alors on nous le reproche, mais on est tout à fait à l'aise avec cette idée, qu'on ne fasse pas de contradictoire, parce qu'il y a une crainte de représailles. Et donc, dans ces cas-là, dans notre avis, on le dit, on explique que l'avis du défenseur des droits n'a pas été rendu après procédure contradictoire, en raison de crainte de représailles, et donc qu'il est fondé sur la base des seuls éléments qui nous ont été transmis par le lanceur d'alerte. Mais évidemment, même ces avis-là, et les lanceurs d'alerte qui nous ont saisis, on me le disait encore à l'instant, le disent, ce n'est jamais fait à la légère. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps avec les lanceurs d'alerte pour gratter, essayer de voir, oui mais ça, vous dites ça, mais est-ce que vous pouvez l'établir, etc. Nous, ce qu'on veut, honnêtement, c'est avoir une position solide qui ensuite soit validée par la juridiction. Il en va de notre crédibilité et je crois de la crédibilité de l'ensemble du dispositif. Donc peut-être que parfois on ne va pas sur certains sujets et on peut être vu un peu comme étant sur la réserve, mais globalement, on avait rendu des statistiques il y a quelques années, tout domaine d'intervention confondu, le défenseur des droits, dans plus de 75%, reçoit une décision qui est conforme à ce qu'il soutient devant la juridiction. Donc c'est aussi un peu la force de l'institution. Merci Cécile. Vous, Yoko et Vincent, vous avez dans une certaine mesure, après le décès de Romain, essayé d'activer des relais un peu institutionnels avant de vous tourner vers la justice et puis vers la médiatisation, parce que voilà, vous avez vu qu'il n'y avait pas forcément moyen de vous faire entendre sans passer par ce biais, et notamment pour vraiment mettre en évidence le caractère systémique, parce que c'est vraiment les dysfonctionnements de tout un système qui ont provoqué la mort de Romain. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces démarches ? Oui, merci Ariane.
Déjà, merci à Ariane et Daniel de nous avoir invités. Alors, oui, on peut t'expliquer un petit peu comment on est parti finalement par solliciter la justice pour la nécessité d'un débat contradictoire qu'on n'avait pas ailleurs. Mais effectivement, au début, quand Romain était décédé, c'était une surprise parce que pour nous, il était suivi par un psy sous médication. Donc le gars nous avait rassuré, il n'y a pas de problème, même si le gamin, il n'était pas vraiment. Enfin, on voyait que c'était pas terrible, mais selon le psy, c'était OK. Donc ça a été une vraie surprise. Et il nous a fallu en fait découvrir que, effectivement, pratiquement la seule cause plausible du décès de Romain, c'était le médicament. Alors, c'est venu relativement rapidement, mais je dois dire que dans la démarche, pour finalement avoir l'information et comprendre ce qui s'est passé, et puis maintenant, bon, ça fait 4 ans, je veux dire, on s'est quand même forgé une conviction sur le sujet. Alors je peux vous dire comment cette conviction s'est faite. La première chose, effectivement, ça a été de se tourner vers les médecins, puisque tout le monde se tourne vers les médecins pour ce qui est de la santé. Ça paraît naturel, hein, quand vous voulez une baguette de pain, vous allez chez le boulanger. Quand ça va pas bien, la santé, vous allez chez le médecin. Et là, ça a été presque un choc. Il y a une bonne partie des médecins, alors ils n'étaient pas tous d'accord entre eux, mais effectivement, qui nous ont tenu des propos qui, bon, moi j'ai un background scientifique, me sont parus assez incohérents. Donc on a bien écouté ce que les gens disaient, et puis on a fait le pour et le contre, on a analysé, et puis bon, on nous a dit, il y a aussi des experts qui nous ont dit, bon, dans ce cas-là, dans le cas de Romain, on certifie, que je vous certifie, un des professeurs de médecine spécialistes du médicament, que le décès est bien dû au médicament. D'accord ? Donc voilà, on a fait la part des choses, on a écouté tout le monde. Ce qui s'est passé aussi après, on a épluché de la littérature médicale. Et là, je suis tombé de haut parce que, bon, moi, je suis matheux. Donc, les revues scientifiques, pour moi, c'était des maths. Et là, je suis tombé un peu dans les sciences molles. Et donc, on a regardé. Et en fait, ces publications médicales, il y a plein de... Enfin, il y a plein d'erreurs. Enfin, c'est faux. Visiblement, c'est beaucoup plus de la publicité pour le médicament que des preuves solides que le médicament est sûr et efficace. Et alors, donc déjà, on avait tendance à aller vers le médicament, la thèse du médicament qui posait le problème, et surtout ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a écouté, on a eu du retour de pas mal d'autres victimes. Et là, finalement, l'histoire de Romain, eh ben, on s'est aperçu qu'elle était un petit peu partout, et de manière vraiment très très fréquente. Donc c'est ça qui a conforté nos convictions. Donc sur ce, très rapidement, on s'est aperçu que en fait, le médicament, en l'occurrence la paroxétine, ça avait une histoire. Ça faisait 30 ans que c'était sur le marché. Déjà dans les années 2000-2003, ça avait explosé. Il y avait eu un scandale sanitaire qui avait poussé les autorités de régulation à prendre des mesures. Alors c'est des mesures, c'est plutôt des mesurettes, hein. Ça veut dire que dans la notice du médicament, on a demandé aux fabricants de médicaments de mettre une petite notice comme quoi le médicament est suicidaire pour une population jeune. Mais alors ça vous dit pas grand-chose et personne n'y la notice et surtout pas les médecins. Donc voilà, avec tous ces éléments, on s'est dit, bon, bah, ça c'est le médicament, et retour des victimes, donc des gens qui ont fait des tentatives de suicide, des parents d'autres victimes, donc comme les Manoni qui ont perdu leur gamin, donc ça on en connaît plein, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà, excuse-moi, c'était quoi la question, tu partais ? Ah oui, qu'est-ce qui nous a poussé Bon, tout de suite, effectivement, comme on a vu qu'on a sollicité les médecins, on y a dit, il y a un problème ici, sur ce médicament-là, ça fait 30 ans qu'il est sur le marché et qui tue des gens ou qui crée des problèmes vraiment graves. Si vous voulez des détails de problèmes, on pourra en discuter après. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et il y a quelque chose ici. Donc on a vu que c'était un problème en fait sociétal systémique. Comment ça se fait que quand vous allez voir le médecin, on vous donne ce médicament-là, alors que sans information, nous, il faut bien comprendre que ce qu'a tué Romain, c'est le fait qu'on n'ait pas... Bon, la thérapie, bien évidemment, le fait que le gars, il n'ait pas vu que le médicament... créer le problème, c'est-à-dire que lui, pour beaucoup de psychiatres, le médicament peut faire que du bien. Donc quand ça va pas bien, eh ben on augmente les doses et puis si ça se passe encore, si ça s'arrange pas, on met un autre médicament ou on en change, mais on déprescrit pas. Et donc le gars, il a forcé la dose. Et ça, c'est en gros, c'est un classique. Hein.
Excuse-moi. Ah oui, dysfonctionnement. Donc, oui, la question, c'est voilà, on sait depuis 2003, en gros, c'est notoire. Il y a même eu un procès retentissant aux États-Unis sur la paroxétine. Ça, on a reconnu que le constructeur a été condamné pénalement. Hein, ça, c'est 2012. Donc c'est de notoriété publique. La paroxétine, ce médicament-là, est dangereux et crée du suicide. Et comment ça se fait que le médicament, il est toujours là, il est prescrit à tour de bras, sans aucune information aux patients, et on a des drames. Donc on s'est dit, ça c'est un problème qui ne nous concerne pas que nous. Donc finalement, on va prendre une action, et on veut mettre le débat sur la place publique, que ce soit un débat contradictoire. Et bien sûr, on a saisi la justice, parce qu'un débat contradictoire, ça doit avoir lieu en justice, c'est le lieu. La justice, malgré ce que peut dire Cécile, il faut quand même la motiver. Donc c'est pour ça qu'on est quand même allé vers les médias, parce qu'il y a urgence, et la justice, elle est lente. Et on a aussi, bien sûr, sollicité les instances médicales compétentes. Donc je pense, Cécile, vous ne me contredirez pas, ça doit être l'ONIAM. Alors l'ONIAM, on les a sollicités, je crois qu'on avait eu une entrevue. Recording in progress. On va juste préciser que l'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. C'est ça, ouais. En gros, vous avez un accident chirurgical, vous perdez un bras, ils vont établir combien vaut votre bras. Donc c'est suite aux lois Kouchner, vous avez tout un dispositif en fait pour indemniser les patients victimes d'erreurs médicales ou d'aléas thérapeutiques, etc. Et alors ce qui se passe, c'est que l'ONIAM, on est allé les voir il y a 3 ans, ils nous ont rendu un rapport, ils ont nommé un expert qui en fait a blanchi le médicament et le prescripteur, c'était grossier, et normalement ça dure 2 mois à peu près, au bout de 2 mois on a une réponse, là ils ont mis 3 ans, on sait peut-être qu'ils flippaient un peu, et on a eu un rapport qui était complètement hors sol, qui n'a pas du tout analysé les faits, et qui était en plus bourré de fautes d'orthographe. C'est fait par un grand professeur de psychiatrie français, il ne sait pas écrire. Enfin, je profite pour le dire parce que c'est à peu près le niveau. Et donc, on n'a pas eu satisfaction avec l'ONIAM, donc ça continue en justice. On a donc porté plainte. Il y a une plainte qui est ouverte contre X, pas que pour homicide volontaire, c'est contre X. Et pour l'instant, il y a une enquête qui est ouverte pour déterminer en fait les causes du décès de Romain. Alors, on attend beaucoup de la justice. L'ONIAM, finalement, l'ONIAM, c'est pas contradictoire. Hein, de la façon dont ça marche, c'est pas contradictoire. On demande des pièces du dossier, on les regarde, on écoute votre avis, et après on prend une décision, vous n'avez plus rien à dire. Donc, en gros, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Ce qu'on pense, c'est qu'avec l'ONIAM, il faut voir que le problème des antidépresseurs, pour vous dire que c'est gros, c'est quand même la prévalence, c'est 1 sur 10. Donc, dans la salle, il y a une personne sur 10 qui prend des antidépresseurs. Donc c'est énorme. Si à partir du moment où vous reconnaissez qu'il y a un problème avec l'antidépresseur, il va falloir indemniser beaucoup de monde. Donc je pense qu'il y a un gros problème ici, surtout que ça fait 30 ans que le médicament est sur le marché. Je voudrais rebondir sur un des éléments dont vous avez parlé, enfin dont tu as parlé, c'est sur les autorités sanitaires, parce qu'on se dit donc ce médicament il est dangereux, il existe pas mal de preuves scientifiques qu'il est dangereux. On a quand même, donc après le Mediator, l'AFSAP c'est devenu l'ANSM. Oui. Donc on a des autorités sanitaires, il y a aussi l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Pourquoi ces autorités sanitaires n'ont pas agit en dehors de ce que donc vous avez parlé d'ajouter un petit mot dans la notice. Comment ça se fait que l'action n'a pas été un peu plus déterminée ? D'accord. Alors il faut donc ça explose à la suite de la paroxétine en question, mais les antidépresseurs de type ISRS. On va dire le scandale sanitaire, il explose en Angleterre suite à des émissions à la BBC. C'est donc les médias qui ont fait exploser le truc. Hein. Il y a eu des fuites chez GSK. Il y a un professeur qui s'appelle professeur Illy qui a eu des documents et c'est arrivé... non, je crois qu'on lui a donné... C'est arrivé à BBC, ils lui ont donné à Illy. Mais enfin, bon, bref. En 2003, il y a un gros scandale parce que BBC fait une émission sur la paroxétine et là, tout le monde réagit à ça et tous les gens réalisent que tout d'un coup, mais que les symptômes qu'ils ont, en fait, il est dû aux médicaments. Ils ont fait 2 émissions, mais bon. Donc ça a forcé les régulateurs, notamment MHRA en Angleterre et la FDA à réagir. D'accord ? En tout et pour tout,
qu'est-ce qu'a fait le régulateur ? Le régulateur, la fonction du régulateur, on peut penser, ah oui, c'est comme, donc il y a l'EMA, les Européens, en France c'est AFSAPS, qui a été renommé, qui est ANSM maintenant, on peut dire c'est les gendarmes du médicament. D'ailleurs, leur com, c'est ça, c'est de dire nous sommes les gendarmes du médicament. En fait, pas du tout. En fait, c'est un gros tampon et il préserve l'industrie, mais pas la sécurité des patients. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais disons que ça, c'est le travail qu'on a fait. C'est de reprendre en fait les essais cliniques de mise sur le marché des médicaments, notamment la paroxétine, et s'apercevoir qu'en fait, c'est à l'examen des essais cliniques, c'est très évident. Enfin, les statistiques, c'est pas trop un problème pour moi. On fait un petit comptage et on s'aperçoit que vraiment il y a un problème avec le médicament, il y a une dangerosité. Donc ces données-là, elles sont généralement pas accessibles, mais dans le cas de la paroxétine, dû au fait qu'il y a eu des problèmes, c'est par voie judiciaire, hein, c'est la pression judiciaire qui a fait que GSK a été obligé de mettre ces données à disposition du public. Notamment, on ne les a pas. Ça faisait partie de l'accord transactionnel que GSK a signé pour mettre fin aux poursuites aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Moyennant paiement. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui ont fait leur boulot aux États-Unis, qui ont un peu serré GSK, et ils ont lâché le morceau. Oui. GSK, c'est effectivement donc le fabricant de la paroxétine à l'origine. Il y a eu un lanceur d'alerte interne à GSK qui a fait fuiter quand même un document qui a permis à ce sujet d'avancer. Et puis, pour clarifier aussi quelque chose que tu as dit, les données issues des essais cliniques menés par les firmes, malheureusement majoritairement menées par les firmes maintenant, sont propriété commerciale des firmes, oui. Et elles n'en sortent que ce qu'elles souhaitent. Donc elles en sortent des synthèses qui en général évidemment minimisent les effets indésirables et font mousser les bénéfices. En général, la seule façon d'accéder aux données dites brutes, c'est qu'un juge oblige le fabricant à les sortir. Oui, ça faut avoir vraiment accès aux données pour comprendre ce qui se passe dans les essais cliniques, parce que généralement, il y a des publications qui s'en suivent, qui sont signées par des professeurs d'académie qui n'ont jamais vu les données. C'est juste des prête-noms. Hein. Les académiques, c'est la caution scientifique. Donc vous allez retrouver les publications dans les revues scientifiques, Nature, BMJ, enfin bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a Lancet. Et en épidémiologie du moins, sur les médicaments psychotropes, faut bien comprendre que en fait, les résultats annoncés dans les conclusions n'ont rien à voir avec les données. C'est ce qui transparaît du moins sur les essais de mise sur le marché GSK, et c'est ce qui leur a valu le procès en 2012, qui leur a quand même coûté 3 milliards de dollars pour fraude, hein, pour fraude scientifique, et puis ils ont pour avoir caché des données de sécurité. Oui, concrètement, donc on parle notamment d'un essai, une étude clinique qui s'appelle l'étude 329. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, mais celle-là est la plus connue. Et donc, des chercheurs ont réussi à accéder aux données, et les données dites brutes montrent qu'il n'y a pas de bénéfice pour la population pédiatrique, donc enfants et adolescents. En revanche, le risque suicidaire est au minimum doublé à triplé. Donc ce sont les données qui étaient réelles, et en revanche ce que le laboratoire a communiqué à l'époque, dans un article qui est aussi devenu célèbre, c'est la paroxétine est efficace et sans danger pour les enfants et les adolescents. Donc la communication, c'était exactement le contraire de ce que disaient les résultats réels. Tu posais la question pourquoi le médicament est encore sur le marché, donc on peut en parler pour la France. Ok. En 2005, là, donc, il y avait un espèce de compte-rendu de réunion de l'AFSAPS, donc c'est devenu la NSM. Je vais vous le lire, la conclusion, c'est ça le plus important. Il parle du médicament, les prescriptions, et la phrase, je vais la couper, mais au début, c'est « Quant à d'éventuelles mesures de restriction, donc sur la prescription, elles sont considérées comme plutôt dommageables. » Donc en gros, ça veut dire on va le faire. Ils expliquent pourquoi. Et une des raisons pour lesquelles ils vont pas le faire, ils expliquent, enfin, de façon plus marginale par rapport à tout ce qu'ils avaient énoncé avant, ces mesures augmenteraient le climat anxiogène, donc ça veut dire qu'on va faire peur aux gens, alors perçu au niveau des familles, donc on va faire peur aux gens, ils vont avoir peur de prendre un médicament, et surtout,
ça favoriserait l'émergence d'actions en justice. Donc voilà. Donc on n'a pas mis de quelconque restriction efficace parce que ça risquait de conduire à des procès en justice, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est la NSM, le gendarme du médicament, qui a été condamné dans l'affaire du Mediator pour homicide involontaire, si je crois. Mais voilà. Donc ça explique un peu voilà, le rôle du régulateur. Bon, à part ça, nous, maintenant, on a aussi, je pense que le système lui-même, quand on voit toute la chaîne qui compose le système sanitaire français, on a les labos, on a les régulateurs, on a les docteurs, bien évidemment, puisque le médicament, il passe par les docteurs. Il y a des choses, comme les associations, on a parlé des associations, ça c'est très important, les associations, on a parlé le débat d'avant, hein. Donc les associations de professionnels, les associations de patients, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, et puis finalement il y a les patients à la fin, quoi. Et dans cette chaîne finalement qui fait le système de santé, moi j'ai l'impression au bout de 4 ans que tout est fait pour préserver tout le monde sauf le patient. D'accord ? Bon, ça c'est vraiment mon truc. Ce qui tient vraiment ce système qui, à mon avis, est largement dysfonctionnel quand on prend l'exemple de la paroxétine qui se trouve sur le marché, la pierre angulaire, c'est vraiment la fraude scientifique. C'est-à-dire que vous avez des études qui sont publiées et qui vont servir de caution scientifique. Il y a des scientifiques qui vont mettre leur signature là-dessus. Et ça, c'est la caution scientifique qui va servir à tout le monde. Vous avez donc les académiques, ce qu'on appelle les KOL, Key Opinion Leaders, qui vont dire à leurs collègues allez-y parce que le médicament, il n'y a pas de problème. Bon, c'est en phase, on est encore en phase de test, mais c'est bon, ça marche, allez-y. Et puis il y a une grosse publicité qui est faite là-dessus. Les experts judiciaires, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent mais dans tel papier, on a dit que le médicament, il était sûr et efficace. Donc on s'en tient là. Et les juges qui sont pas, et de toute façon, les juges ils demandent aux médecins à propos de la médecine. Hein. Donc il y a un gros problème ici. Et puis finalement, les docteurs, les praticiens, ils ont tendance à n'écouter que les docteurs. Le docteur écoute les docteurs. Bon, à part quand il faut des maths, mais bon, il y a comme ça, on veut les impressionner. Mais le petit docteur, il dit, mais moi, le grand docteur m'a dit que ça marchait, donc je crois, le médicament, ces médicaments-là, du moins, c'est vraiment une religion, c'est une croyance. C'est pas basé sur des faits scientifiques, non, pas du tout. Oui, alors en écoutant à la fois le témoignage et cette expérience, je me dis qu'on voit bien qu'il y a différentes façons d'alerter pour revenir au cadre légal que j'expliquais tout à l'heure, et que en fait l'alerte la plus celle qui peut potentiellement avoir le plus de portée, c'est celle qui va être faite de l'intérieur. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un médecin qui avait commencé à sortir des faits, et c'est de lui, un psychiatre, si j'ai bien compris, qui avait commencé à lui... En fait, moi je dis toujours que les lanceurs d'alerte, c'est des témoins de l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont l'expertise, qui sont en capacité de documenter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voler des documents pour lancer une alerte, ce n'est plus réprimé par la loi depuis 2022, mais ça, qui le sait, peu de personnes. Et en fait... Déjà, ce sont ces témoignages-là qu'il faut favoriser. Et pour le favoriser, encore une fois, il faut connaître ça. Il faut parfois tordre le cou aux idées reçues, et notamment celles qui voudraient que dans la fonction publique, dans le secteur public, dans les hôpitaux, on ne puisse pas être lanceur d'alerte. C'est pas parce qu'on sert le service public qu'on n'a pas la possibilité, exactement de la même manière que pour un agent privé, d'être lanceur d'alerte. C'est pas parce qu'on est soumis au devoir de réserve qu'on n'a pas le droit d'alerter. Ce n'est absolument pas la même chose. Donc ça fait partie des choses que nous on voit, hein, et donc on essaye aussi de communiquer là-dessus. Je rebondis aussi sur autre... Et ça, si on a plus de témoins de l'intérieur, ça évite qu'après, ce soit des choses qui soient portées par les victimes, qui ont plus de mal à avoir de l'accès à l'information, qui se trouvent dans une situation qui est... qui est moins évidente pour mener des investigations. En vous écoutant, je pense aussi au rôle des associations. Et je rebondis aussi sur une intervention qui a été celle de Madame, je crois, tout à l'heure. Ce serait très important qu'en France, on protège les associations qui veulent être lanceurs d'alerte. Ce n'est pas le cas. La législation, elle n'est pas allée jusque-là. Elle protège les associations uniquement
celles qui aident les lanceurs d'alerte et qui sont des facilitateurs d'alerte. Mais nous, notamment le Défenseur des droits, pensons que c'est pas suffisant et qu'on a des associations qui sont à même d'expertiser. Alors moi, je donne toujours la référence à l'écologie. Je connais mal le secteur de la santé sur ce point, mais dans le domaine de l'écologie, on a des associations qui sont très bien outillées, qui sont bien alimentées et qui sont en capacité de documenter. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'alerte s'il n'y a pas de document. Donc pour avoir une alerte, il faut avoir des doutes sur quelque chose. Et donc il faut documenter. Et donc les associations, elles peuvent documenter. Et ensuite, elles peuvent porter collectivement l'alerte. Parce que porter collectivement les choses, c'est parfois plus facile que les porter individuellement. Mais, et c'est pour ça qu'il faut un statut de lanceur d'alerte pour les associations, de la même manière que les professionnels. J'aimerais bien savoir d'ailleurs quelle a été la carrière du lanceur d'alerte dans votre affaire. Les associations, elles subissent des pressions pour avoir finalement fait ce que leur objet social leur commande, avoir mené l'alerte. Et donc je trouve que c'est important. Et donc j'attends cette réponse. Et peut-être qu'après on parlera du fait d'avoir recours aux médias, qui je trouve est un sujet très intéressant. Mais d'abord, qu'est-il devenu ? Alors, il est toujours vivant. Non, mais, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'alerte sur GSK, je pense qu'elle est venue en interne. Je ne sais pas qui c'est. Par contre, après des académiques qui ont pris des positions, même des gens qui étaient experts sur le médicament, hein, qui travaillaient avec les labos et qui finalement ont pris position en disant qu'il y avait des problèmes avec le médicament. C'est fini, leur carrière, elle est académique, elle est quasi finie. Ils sont rognés par leur père, ostracisés. Un autre exemple que je voulais dire, ces gens-là sont vraiment tenus. Ils savent pertinemment que s'ils prennent des positions contre le médicament, leur carrière académique, elle est terminée. Les labos, ils sont financés par... si vous voulez faire une carrière académique dans la médecine, il faut que vous ayez de l'argent. L'argent, vous l'avez de toute façon avec un partenariat qui est industriel. Donc ça marche comme ça. Juste pour une petite anecdote, parce que ça m'a beaucoup aidé de cette communication-là. Je discutais avec un grand ponte français académique et qui m'avait dit: ah oui, le professeur il a dit que votre gamin était décédé à cause du médicament. C'est certainement ça. Mais vous ne me demandez pas de vous soutenir politiquement parce que je ne pourrais pas le faire. Il m'a expliqué, moi, je fais de la politique, voilà, il est là, il y a un tel qui est là, et moi je me mets au milieu. Voilà. Alors le jour où ça bougera, il changera, mais moi il m'a fait gagner du temps parce que j'ai compris que en fait le monde académique était tenu, voilà, en fait ceux qui mènent la danse, c'est les financiers, c'est l'industrie, quoi. Ça c'est assez clair. Avant qu'on parle de la médiatisation, qui est effectivement très importante, je voulais faire une petite parenthèse sur les assos de patients, parce que, alors pas particulièrement en psychiatrie, mais les assos de patients sont très souvent des faux-nez de l'industrie, financés par l'industrie, et qui font beaucoup pression, notamment pour accélérer la mise sur le marché des médicaments, donc sous des prétextes d'accès aux soins, donc ce qui contribue à une accélération de ces procédures de mise sur le marché au détriment de la qualité de la vérification des médicaments. Donc effectivement, on va aborder cette question de la médiatisation parce que... Oui. Vous me permettez ? Juste avant, pour rebondir sur 2 points, l'anonymat. En fait, dans votre affaire, il y a un lanceur d'alerte anonyme et l'anonymat, c'est, je crois, la meilleure des protections des lanceurs d'alerte. Donc, quand c'est possible, il faut la favoriser. Et nous, on incite à la fois, quand on rencontre des professionnels ou quand on travaille avec les autorités, à travailler sur cette question d'anonymat et de confidentialité. Et j'ai oublié l'autre point, mais bon, ça me reviendra. Sur le chercheur, peut-être Oui, si, très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Irène Frachon. Et donc, d'accord, ok, c'est ce que vous dites, mais il y en a aussi, et c'est pour ces gens-là qu'il faut continuer à travailler, et donc il ne faut pas considérer qu'il ne peut pas y en avoir encore demain. Il y en aura, et voilà. Mais l'anonymat, c'est ça. Nous, on travaille avec des docteurs, avec des chercheurs, mais les docteurs, on ne se connaît pas. Officiellement, on ne se connaît pas. Par contre, ils nous aident énormément. Et on est bien conscient qu'ils sont bien plus efficaces là où ils sont que de s'exposer avec nous. C'est clair, oui. Sur la médiatisation. Attends, juste un truc, Ariane. L'accès aux données, c'est hyper important. Le débat d'avant, ils en ont parlé. Accéder aux données, nous, c'est ce qui nous fait. Si vous me donnez les données, je peux les regarder, etc., faire de la bonne épidémio. On les a pas.
ok. Elles sont à Épiphare, elles sont à Fondation Fondamentale. Si vous voulez aller chercher, c'est la croix et la bannière. Oui, la médiatisation est toujours sur mes sujets. Alors, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. On s'aperçoit que parfois, il y a de la part des lanceurs d'alerte, il y a un réflexe de médiatisation. Je crois que ça ne doit pas être le premier réflexe. C'est-à-dire que vu le cadre tel qu'il est fixé actuellement, et ça a été dit aussi par Madame Aouimer, je n'ai pas médiatisé tout de suite. D'abord, médiatiser de manière générale, quand le lanceur d'alerte n'est pas anonyme, ça expose. Dans certains pays, en Belgique, il y a un soutien qui est apporté aux lanceurs d'alerte, un soutien médiatique, pour leur apprendre à gérer ce que c'est que la médiatisation. Par ailleurs, aujourd'hui, la loi française, telle qu'elle a été votée, c'est un texte, je dis souvent, c'est un texte d'équilibre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, c'est un texte qui a été voté à l'unanimité. Et donc, il permet l'alerte, il protège les lanceurs d'alerte, mais avec des conditions. Et une des conditions qui a été posée, c'est de ne pas prévoir une médiatisation en première intention. C'est-à-dire que l'alerte, d'abord, c'est quelque chose qui se fait soit en interne, soit auprès d'une autorité, mais sans médiatiser. Évidemment, on comprend pourquoi ça a été fait comme ça, pour protéger la réputation de la personne qui est mise en cause. Alors ça peut avoir des effets, ça peut être intéressant parce qu'évidemment on évite avec des rumeurs de propager des rumeurs et de porter une atteinte trop importante à la personne mise en cause, mais parfois ça peut paraître un peu frustrant pour les lanceurs d'alerte. Il existe des exceptions. Notamment les exceptions qui sont prévues par la loi, c'est notamment les situations d'urgence ou donc face à un phénomène très important d'urgence. Nous, on en a reconnu dans certains dossiers qui étaient des dossiers qui concernaient la santé, quand il y avait des mises en danger de personnes et que vous aviez des médecins dans des hôpitaux qui, finalement, alertaient la presse. Nous, défenseurs des droits, je n'ai pas de jurisprudence à vous donner, mais la doctrine du défenseur des droits, c'est de dire, il y a des hypothèses dans lesquelles la santé implique de pouvoir communiquer directement par voie de presse, alors je dis divulgation publique, c'est voie de presse, mais c'est aussi les réseaux, YouTube, c'est très large en fait la notion de divulgation publique. Il existe d'autres hypothèses de divulgation publique, c'est quand on saisit une autorité et qu'elle ne fait rien. Mais alors la loi est rédigée de telle sorte qu'il faut vraiment que l'autorité ne fasse rien. Donc ça veut dire que si le lanceur d'alerte est mécontent de ce que fait l'autorité, ce n'est pas nécessairement un cas dans lequel on peut divulguer publiquement. Nous, défenseurs des droits, on est là aussi pour ça, pour dire, vous voulez divulguer publiquement. Bon, généralement, on dit, ça va être... on commence par dire, attendez, on va voir. Après, je comprends aussi, dans des situations telles que celles qui ont été décrites, qu'à un moment, la divulgation publique, on va dire que ça apparaît comme la seule voie possible. Et je voudrais signaler l'existence d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la liberté d'expression qui est au cœur de tout ça. Et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu en février 2023 une décision sur l'affaire des LuxLeaks, l'affaire Halet Deltour, sur 2 personnes qui avaient dénoncé des pratiques d'optimisation fiscale au Luxembourg, et qu'il l'avait dénoncé via un complément d'enquête, donc c'est-à-dire directement dans les médias. Et la Cour a rendu une décision que je trouve très intéressante sur ce point. Elle a validé leur qualité de lanceur d'alerte en relevant que les pratiques d'optimisation fiscale en l'espèce étaient légales au Luxembourg et qu'en fait, ça servait à rien de faire une alerte interne ou une alerte auprès d'une autorité, ça n'avait aucun impact puisque c'était légal. Mais en revanche, il restait d'intérêt public de porter cette affaire à la connaissance du plus grand nombre. Et donc voilà, la Cour dit quand même bien... la divulgation publique ne doit être décidée en principe qu'en dernière intention. Elle est bien dans la même démarche que ce que je vous décrivais, c'est-à-dire que ce n'est pas la voie de l'alerte. Mais parfois, et notamment lorsque les activités habituelles de l'employeur n'ont rien d'illégal, il est évident que la divulgation publique, c'est le seul moyen de porter connaissance et de finalement de susciter un débat sur une affaire qui était une affaire quand même d'intérêt général. Sur la médiatisation, est-ce que Yoko et Vincent, vous voulez dire ce que vous en attendez? Donc vous avez choisi aussi cette voie. Quelle est sa place dans votre stratégie, entre guillemets? Non, il ne marche pas celui-là. Ah bon? Vous m'entendez? Oui, bah oui, d'accord. Stratégie, non, mais nous, c'est une idée bien bête, c'est que de toute façon, notre combat, c'est d'informer les gens. On ne veut pas que ce qu'on a vécu se reproduise. Donc, bien évidemment, on cherche des médias pour délivrer l'information. Et en même temps,
on a en arrière-pensée que ça ne peut que mettre une bonne pression sur le système judiciaire qui est très très lent. Voilà. Mais alors maintenant, avec qui on travaille comme média, c'est un autre problème. Effectivement, on a tendance à avoir des relais pas trop sur le service public et les médias mainstream, non, parce que en fait, ils font énormément la promotion de toute façon de la psychiatrie. Hein. Vous avez vu, cette année, c'est l'année de la santé mentale. Donc si vous suivez un petit peu ça, je ne sais pas si vous avez la télé. Nous on ne regardait pas la télé, maintenant on la regarde pour savoir ce qui est dit. Et effectivement, vous avez une promotion à tout va pour envoyer les gens chez le psychiatre. Hein, on est tous malades. L'autre fois, il y avait un spot. 1 personne sur 3 sera atteinte de troubles psychiques dans son existence. C'est important d'en parler. Très franchement, c'est important d'en parler. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Enfin, je sais pas. Ça veut rien dire, ce truc-là. Et donc, on a ça en permanence. Donc, alors, au lieu de faire, enfin, ça, c'est après la politique de l'État, on dirait, mais il y a un réel problème avec les antidépresseurs. Nous, on a des exemples de gens qui nous téléphonent. Je suis dans tel état. J'ai mes parties génitales, je les sens plus. Je peux même quand je vais aux toilettes, je suis détruit. Le gars, il a 30 ans. Je veux me suicider, et en toute bonne conscience, le mec, et j'en ai plein comme ça m'arrive. Et qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, les gens qui essayent de se sevrer, où il y a ce problème du PSSD, qu'est-ce que fait l'État ? Alors, au lieu de faire de la communication, qu'on est tous malades, de la santé mentale, est-ce qu'on peut ? C'est pas moi qui vais résoudre le problème de ces gens-là. Je suis pas docteur. Mais les gars me disent, est-ce que vous connaissez pas un docteur qui peut... Et tout ce que la psychiatrie leur propose, c'est soit de l'électroconvulsion, soit de reprendre les médocs. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a vraiment un problème, c'est énorme. Moi, je vois pas pourquoi je répondrais au téléphone à ce genre de truc-là, mais je suis obligé, quoi. C'est la réalité des choses. J'en ai plein des exemples. C'est ça qui nous motive. Nous, voilà, on veut saisir les médias. C'est pour que les affaires avancent, et on espère que la justice de notre pays fera son boulot, mais en même temps, on a un devoir d'information. Voilà, moi, je fais de la politique maintenant. Oui. Peut-être avant de prendre les questions, on peut continuer juste un peu sur cette tendance à... J'avais juste une question. Les médias, comment sont protégés les journalistes, lanceurs d'alerte ? Parce que moi, je connais des gens qui se sont fait virer parce qu'ils ont déblatéré sur le médicament, ou je sais pas. Enfin, c'est pas possible de faire n'importe quoi non plus dans les médias. Enfin, il y a des lignes éditoriales. Bon, vous pouvez dégager, quoi. Hein. Oui, alors globalement, je pense qu'il y a de moins en moins d'enquêtes dans les médias, dans les grands médias en général, parce que c'est trop risqué et ça ne rapporte que des problèmes, enfin presque. Et notamment en santé depuis le Covid, c'est devenu extrêmement difficile d'enquêter, d'être critique sur notamment le médicament. Mais donc, avant de passer aux questions, je voulais peut-être qu'on parle par rapport à ce que tu disais sur 1 Français sur 3, les statistiques n'arrêtent pas d'augmenter, 1 Français sur 3 maintenant dépressif. Sur peut-être si vous pouvez parler, vous, de ce que vous voyez de la pression à une psychiatrie de plus en plus, enfin de précision qui se vend comme très scientifique, qui est portée notamment par la Fondation Fondamentale, donc il y a eu récemment des enquêtes dans l'humanité, donc ce que certains psychiatres un peu opposants appellent les cérébrologues, donc essayer de trouver forcément des problèmes de neurotransmetteurs ou des sources génétiques au mal-être psychique. Donc Fondamental, avec peut-être quelques mots, parce que c'est un acteur important maintenant de la psychiatrie. Sur les fondements, alors je sais qu'il y a des docteurs dans la salle, mais enfin bref, on peut en discuter après, mais sur la psychiatrie, les fondements scientifiques de la psychiatrie, il y a pas grand-chose, il y a même rien du tout. Donc il y a des gens qui cherchent depuis 30 ans. Pour vous dire, il y a c'était le Thomas Insel, je crois, c'est ça son nom, qui était donc le chef du NIMH, National Institute of Mental Health, qui a fait, je sais pas, 10-15 ans de recherche. En 2015, il est parti chez Google, Alphabet, et il avait donné une interview, il a dit c'était super cool, on a cramé 1,5 milliard par an, ça fait à peu près 20 milliards, pour chercher des causes biologiques à la maladie mentale, et on n'a rien trouvé. Donc on peut continuer comme ça. Oui. Oui, mais c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit, mais je fais que rapporter. Et donc, il y a quand même Fondation Fondamentale qui ont tout un programme pour trouver des causes génétiques
La bipolarité, ça c'est un des grands trucs, c'est la bipolarité. Alors, on peut parler de la bipolarité ou de la dépression ? Alors la dépression, ça c'est un peu les slogans de la psychiatrie, on peut les déconstruire, mais il y a plusieurs choses. Il y a par exemple la dépression qui a fait vendre les antidépresseurs. Donc c'est un rebranding de la mélancolie, c'est-à-dire que maintenant on va dire finalement une condition de l'être humain, enfin des conditions de la vie, quoi, vont être interprétées en termes de maladie mentale. Donc quelqu'un qui a une dépression parce que, je sais pas moi, une femme qui se fait taper dessus, ou un gars qui perd son boulot, ou je sais pas, un gosse qui est anxieux pour ses examens, ça va être interprété comme de la maladie mentale, ça va être de l'antidépresseur. Alors après, un peu plus tard, ils ont inventé en 2011, et maintenant on y vit en France. Tout le monde fait son coming out, tout le monde est bipolaire. On a en 2011, vers 2010-2011, ils ont fait un rebranding. C'est toujours les départements marketing des pharma qui inventent les maladies. Donc il y avait quelque chose qui s'appelait comment ça s'appelle ? Maniaco-dépression. Maniaco-dépression, prévalence 1 sur 10 000 personnes. Ça veut dire, il y a un gars, on ne sait pas pourquoi il est maniaco-dépressif, mais il est maniaco-dépressif, mais c'est pas une maladie, hein, c'est pas un truc, c'est pas des symptômes qu'on trouve de manière courante. On fait un rebranding de la maniaco-dépression et on va trouver 2%, et on appelle ça bipolarité parce que ça sonne bien, tout le monde comprend la bipolarité, et on va trouver 2% de gens qui sont bipolaires. Alors, c'était une maladie, Dixit David Ily, qui était jamais diagnostiquée avant dans la psychiatrie, avant l'âge de 20 ans. Et là, tout d'un coup, vous avez des tests cliniques, là je les ai, sur des gamins qui ont entre 4 et 6 ans. On leur donne des antipsychotiques parce qu'ils sont bipolaires, on regarde si ça marche. Donc ça, c'est Biederman, qui a fait le TDAH, qui a fait la bipolarité, et on a refait une nouvelle maladie. JSK, ils ont inventé la phobie sociale. Mais ça, il y a des notes de c'est pas phobie sociale, c'est agoraphobie, c'est quoi, je sais pas. Enfin bon, bref. Social Anxiety Disorder. Donc la paroxétine a été labellisée à FDA pour Social Anxiety Disorder. Il y a un cours qu'on a de... C'est quoi non, le cours, c'est... Harvard. Donc vous pouvez acheter pour 10 balles le cours de Harvard qui va vous expliquer que GSK a fait un super coup marketing en rebrandant la timidité, quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas parler aux gens, on va lui filer un antidépresseur et puis il va monter en phase hypomaniaque, il va parler à tout le monde, on va soigner son truc, quoi. On dit pas que les maladies psychiatriques n'existent pas, Non. mais qu'il y a Attention. une tendance à élargir le domaine de la maladie. Les troubles psychiatriques voilà. peuvent bien exister. Par contre, ces troubles-là n'ont pas d'étiologie connue, à part la trisomie. Il n'y a pas de raison génétique connue pour l'instant. Donc, si vous donnez un médicament, normalement, il va s'attaquer à une étiologie particulière, à une cause. Non, les antidépresseurs, notamment, c'est des médocs qui s'attaquent aux symptômes. C'est-à-dire que vous êtes anxieux, mais vous prenez une bonne cam ou n'importe quoi, vous n'allez plus être anxieux. C'est ce que fait, en gros, ces trucs-là, quoi. Alors, juste pour revenir effectivement aux antidépresseurs et à cette question de l'élargissement du domaine de la maladie, on les a vendus à l'origine comme corrigeant un déséquilibre dans le cerveau, un manque de sérotonine, et on faisait l'analogie avec le diabète, c'est-à-dire votre cerveau manque de sérotonine comme le diabétique manque d'insuline. C'est une analogie qui est purement marketing, qui n'a aucun fondement scientifique, et ça nous permet de conclure sur un discours des labos qui tend à pathologiser aussi de plus en plus la vie quotidienne. Qui n'a pas entendu vous êtes déprimé, c'est parce que vous manquez de sérotonine. Si vous allez chez le psy, je pense qu'il y en a un sur deux qui va vous dire ça, quoi. C'est encore très répandu. Ça a été débunké, mais c'est encore très répandu. On va peut-être passer aux questions, si vous n'avez rien à ajouter. Nous vous écoutons. Bonjour et merci pour la présentation. Alors depuis hier soir, j'entends toujours un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que l'accès aux données, aux informations est crucial. Leur diffusion, leur mise à plat, pas le fait qu'elle soit accessible, mais le fait qu'on la porte à la connaissance des gens est crucial également. Et puis qu'il faut bien respecter les bonnes procédures.
être un citoyen bien obéissant, mais j'entends en même temps que le vol de documents est pas vraiment interdit et que parfois, pour obtenir ces données, il est bon de franchir certaines clôtures parce que sinon on n'obtient rien du tout. Alors voilà, ma question se porte sur le côté obéissance ou désobéissance civile. C'est moi qui dois répondre. Oui, c'est Cécile, je pense. Merci de me charger de la réponse. Alors moi, je ne parle que d'obéissance, bien sûr. J'ai parlé d'un cadre légal. J'ai dit que le vol était désormais permis, c'est-à-dire que pour les besoins de l'alerte, encore une fois. Après, je vois aussi des situations de désobéissance civile. Je vois ce qu'elles apportent à la société. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, en tant que protecteur des lanceurs d'alerte, je n'arrive pas à les attraper. C'est-à-dire que ça rentre pas dans mon cadre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le cadre, c'est, je suis pas obtus. Je me dis pas, ce sont des gens qui sont pas bien. Encore une fois, je pense que ça apporte des choses, mais moi, je peux pas les protéger en tant que lanceur d'alerte. Donc c'est pour ça que je peux pas aller sur ce terrain. Et aujourd'hui, c'est un débat qui existe. C'est compliqué de protéger les désobéissances civiles. Donc, on n'a pas de cadre aujourd'hui pour ce type d'action. Une autre remarque ici, est-ce que une des questions importantes qui nous sont posées n'est pas d'avoir pas seulement de l'autocontrôle, de l'autosurveillance des entreprises, des industries, que ce soit dans le domaine des risques, où par exemple la DREAL n'a pas les moyens de contre-enquête, elle se borne à analyser les rapports des industriels, et dans le domaine de la santé, quels sont les moyens publics qui sortent de l'autocontrôle, qui sont les contrôles de ce qui nous reste de république, c'est-à-dire de choses publiques. C'est qu'à moitié pour moi. Je crois que le contrôle externe, c'est fondamental. Et déjà, c'est ce qui pousse à faire un meilleur contrôle interne. Je parle de manière abstraite, pas spécialement dans le domaine de la santé, mais typiquement sur les lanceurs d'alerte, on a vu qu'à partir du moment où en 2022, on donnait la possibilité aux lanceurs d'alerte, en respectant le cadre, d'aller faire une alerte externe plutôt que de faire une alerte en interne, ça a eu deux effets. Ça a multiplié les alertes externes. Donc les gens se sont dit, finalement j'ai des choses à dire, mais je serais peut-être plus en confiance de le dire à l'extérieur. Donc on a des autorités qui croulent aujourd'hui sous les alertes. Et ça a poussé les entreprises de manière générale à développer des systèmes d'alerte interne pertinents, en disant, plus développés en tout cas, en disant, si je veux que les gens viennent me dire des choses en interne, il faut que je le fasse mieux. Après, ça répond pas complètement à votre question. Après, je crois que ces autorités externes, elles ne peuvent jouer leur rôle que si elles sont dotées, vous le montrez vous-même avec vos gestes, des moyens suffisants. Et c'est quand même le nerf de la guerre. Mais Juste pour dire que souvent, ces procédures, elles sont aussi instaurées dans le cadre du respect des exigences de RSE, responsabilité sociale, environnementale. Et tout ça, c'est souvent beaucoup de l'affichage. Dans les entreprises. Pas systématiquement, mais enfin souvent. Oui, je voulais apporter un témoignage question. Vous avez parlé, il y a 3 mots qui m'ont un peu interpellée. C'est médiatisation, données et manque de données. Et c'est le manque de données qui est crucial. Et c'est un témoignage que je voudrais faire parce que là, j'y pense justement, vous avez parlé de fondamental. On est dans l'année de la santé mentale et ce qui manque cruellement pour la santé mentale, c'est des données. Moi qui travaille sur les malformations congénitales, quand on a regardé les questions des malformations qui pouvaient générer des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire de spectre autistique, etc., on s'est rendu compte que alors qu'il y a des centres experts autisme,
Il n'y a pas de base de données sur le nombre d'enfants qui ont un diagnostic clinique d'autisme. C'est un vrai problème. À Lyon, nous avons un centre expert, nous n'avons pas les données. Et je voudrais faire un petit témoignage. Oui, je voudrais faire un petit témoignage sur les données, justement. Parce que vous avez parlé, Ariane, de la dépakine. Alors, la dépakine, les effets délétères de la dépakine sur le fœtus ont été mis en évidence en 1984 par celle que j'ai remplacée, Elisabeth Robert-Gnancia, qui est toujours généticienne. En 1984, elle s'aperçoit que les enfants qu'elle voit au service de neurologie qui sont porteurs d'une anomalie de fermeture du tube neural spina bifida, leurs mères prennent plus fréquemment que les autres un médicament qui s'appelle dépakine. Elle dirige un registre de malformation, elle va faire une étude, elle va s'apercevoir que le risque d'avoir un enfant porteur de cette malformation est 30 fois supérieur si la mère prend la dépakine. Elle publie, à l'époque, je peux dire la petite histoire, elle a 30 ans, elle publie dans le Lancet, et elle me dit « j'avais jamais pris l'avion, j'ai fait le tour du monde avec mon histoire dépakine et risque pour les bébés ». Et là, elle est persuadée qu'après avoir expliqué ça partout, on va faire une contre-indication absolue de ce médicament dans le monde entier. Or, il s'avère que dépakine est fait par Sanofi, qui est à Grenoble, est à Lyon, que les visiteurs médicaux expliquent que ce n'est pas vrai. Ils ont des exemples de fratries complètes de mères exposées à ce médicament, qu'il n'y a pas d'effet délétère, etc. Donc, moi, quand j'arrive il n'y a pas de contre-indication absolue. J'arrive au registre en 2003 et là, je suis biberonnée à cette histoire de la dépakine parce que depuis 1984, elle se bat sur tous les fronts pour faire interdire. Mais elle ne médiatise pas. Elle est un bon petit soldat. C'est l'époque où on apprend qu'on ne le dit qu'à sa hiérarchie, qu'on ne le dit qu'entre pairs et que ces pairs-là sont suffisamment responsables ou ont suffisamment à cœur de protéger la population que ça va se faire. Or, il ne se passe rien. Et quand il se trouve, donc moi je sais, et on continue à enregistrer tous les cas d'enfants qui ont ces malformations et avec une mère qui a été exposée. Et en 2015, comme ça par hasard, le matin avant de partir, j'entends le directeur de la FSAPS, ça a commencé, c'est Marine Martin qui commence son combat, et je l'entends dire, je m'en souviens précisément, en France, depuis la mise sur le marché de la dépakine en 1967, nous avons eu 365 cas à la FSAPS. Et moi qui suis à Lyon, qui ne prends que les données Rhône-Alpes, j'en ai plus de 500. Et là, je fais un article sur notre site que j'appelle « Quand la partie est supérieure au tout », puisque Rhône-Alpes a plus de cas que la France entière, ce qui est quand même bizarre. Et là, aussitôt, j'ai Anne Jouan du Figaro, j'ai Le Progrès, j'ai ça qui m'appelle. Et ce dont je veux témoigner, c'est qu'à ce moment-là, la ministre était Marisol Touraine et elle fait ce qu'il fallait faire, je pense, enfin c'est mon avis. Elle diligente une enquête de l'IGAS qui va venir dans notre registre, qui sont assermentés, qui peuvent prendre les cas, parce que nous disposons de tous les cas, nous avons la donnée. Nous avons la donnée, donc ils attestent que les cas que nous présentons sont des cas exposés qui sont porteurs de cette malformation. Je vais être entendu à l'OCLAEPS, à la gendarmerie spécialisée dans les risques pour la santé, et là, le procès va pouvoir démarrer. On peut ensuite, il y a peut-être des choses à dire sur le procès, ce n'est pas de mon ressort. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand on a la donnée, on a une force très puissante qui va pouvoir s'opposer à toutes les rumeurs, à tous les discours, à tout ce qui peut exister. Donc on a eu cette chance d'avoir la donnée. Ensuite, le procès, comme je dis, il ne m'appartient pas d'en juger. Mais pour ce qui est des données santé mentale, troubles psychiques, nous n'avons rien et nous n'avons pas de base de données en France sur les troubles neurodéveloppementaux et les troubles psychiatriques. C'est peut-être ce qui manque. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi la volonté, par exemple, de dire oui, on fait quelque chose, on va faire une base de données, mais la base de données est archi incomplète, c'est déconnant et on ne la partage pas surtout. Donc voilà, on fait quelque chose, mais bon, ça reste entre nous et on ne fait pas l'effort. Ouais, bon, d'accord, non, on en discute. Ok. Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier ses parents, là, parce que moi, je sais ce que vous avez vécu avec votre fils. Vraiment, merci. Merci. Moi, je représente un collectif d'usagers de la psychiatrie.
donc de passion. Et c'est vrai que c'est difficile. Votre fils était, j'allais dire, heureusement avec un papa comme ça, mineur. Mais vous savez ce qui se passe pour les majeurs qui n'ont pas de parents. Ben eux, ça passe à l'as. Hein. Enfin, après, voilà. Je voulais juste dire ça, je ne vais pas faire plus long. Il y a les gamins, c'est pas la DAS maintenant, ça s'appelle. Ils sont surmédiqués. Ouais, c'est la catastrophe là aussi. Hein. Oui, merci. Moi, tout ce que vous dites me parle beaucoup, parce que je suis militante sur la santé et santé-environnement depuis 30 ans. À la fois, effectivement, pour avoir été sur le sida, je sais qu'en tant que militant sida, nous, on avait le courage d'affronter, y compris des gens qui nous menaçaient de nous supprimer des subventions. Et je crois, pour avoir parcouru les associations de santé en région Rhône-Alpes, j'ai été coordinatrice de 40 associations, j'ai été sidérée d'aller dans leur conseil d'administration, dans leur assemblée générale et de voir les labos invités et faire leur pub là. Donc effectivement, il faut qu'on se pose des questions aussi à ce niveau. Mon constat aussi, et on le voit à travers tout ce qui est dit, c'est qu'on se raconte des histoires en France sur le fait qu'on a un système de santé publique. On a eu un système de soins pur et dur. On a laissé de côté la prévention, l'accompagnement, et du coup, on a fait une distinction entre les problématiques sociales et sanitaires, et on voit bien qu'on médicalise des problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne sait pas trop quoi faire, on vous fait bouffer du médicament. Quand un enfant est en hyperactivité, alors qu'aujourd'hui, moi, depuis 17 ans, je suis sur les questions de santé environnementale, et on a des preuves que des métaux, que le plomb, que des métaux lourds, ou que des substances jouent sur le psychisme, sur l'Alzheimer, sur l'hyperactivité des enfants. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne du Rivotril. Ben voyons, un médicament, c'est tellement plus facile que de s'occuper de gérer la santé publique d'une manière générale. Et pour revenir à ce qu'a dit Emmanuel, nous nous battons pour que son registre de malformations congénitales continue à exister. C'est un vrai scandale parce que tous les registres départementaux de cancer et de tout disparaissent. Et pourquoi ils disparaissent? Parce qu'on n'a pas envie de voir que nous avons des millions aujourd'hui de cancers, de pathologies en tout genre, et que si on avait ces chiffres, je pense qu'on serait moins passif et qu'on bougerait un peu plus. Voilà, merci. Bonsoir, merci d'être venu déjà. J'avais une question. On a parlé donc du principe de systémique, enfin le fait que ce soit systémique, les fraudes scientifiques. Justement, comment est-ce qu'on peut le prouver? Comment est-ce qu'on peut prouver que ce n'est pas seulement des cas précis qui sont révélés? Alors ça, c'est relativement facile si tu as les données. Par contre, tu prends un article d'épidémio, c'est complètement incohérent. Enfin, tu vois que même les formules des fois de stats, le mec il a pas compris, c'est faux, c'est pas le bon truc. Et puis quand tu as accès aux données, c'est pas ça quoi. C'est juste évident. En fait, normalement, c'est de la science. Donc la science, normalement, si on t'a donné quand tu as des sciences expérimentales comme ça, si tu as les données, tu peux vérifier. C'est évident. Après, le grand truc, c'est que quand tu fais de la science, le scientifique, il a le droit de se tromper. C'est pour ça que, d'une certaine façon, tu peux écrire n'importe quoi dans une revue. S'il y a tes pairs, qui sont tes copains, ils disent « Ok, c'est bon, ça marche, on le publie », tu peux dire « Je me suis trompé, je ne l'ai pas fait exprès, etc. » D'accord ? Donc il faut prouver qu'il y a l'intention, normalement une fraude, il y a l'intention de tromper. Alors ça, c'est plus difficile, mais bon, généralement, c'est tellement grotesque. Enfin, il y en a plein, des papiers, tu regardes, tu te marres. Je discute avec des collègues, scientifiques, des matheux et tout, on se marre. Il y a des trucs, c'est grossier. Il y a quand même, en parlant de fraude scientifique, là, c'est quoi? C'est avant Antoine Petit qui était au CNRS, celle qui était avant, elle s'est fait choper pour fraude scientifique. C'est connu, hein. C'est gros, donc on se marre. Alors, donc toi, tu es mathématicien, donc il y a des trucs que tu vas voir que nous, on ne va pas voir. Par exemple, si on n'est pas spécialiste en stats, c'est facile pour toi, sans nul doute, mais c'est pas pour tout le monde. Le fait que les données ne soient pas accessibles,
Ça veut dire que tout est ouvert et que le fabricant peut raconter n'importe quoi, que l'autorité sanitaire, si elle a la volonté de contrôler, elle ne peut pas. Et les revues scientifiques qui sont financées par les firmes n'ont pas une volonté très marquée non plus d'aller leur chercher des poux dans la tête à l'industrie. Voilà. Oui, on n'a pas accès aux données. Je sais pas, une étude statistique qui dit que le médicament il marche bien. Par exemple, tiens, sur l'étude 329, les études d'antidépresseurs, quand ils ont fait les tests mis sur un marché de ces médocs, il y a toute une méthodologie suivie qui est pas mal, hein, d'un point de vue statistique, il n'y a rien à dire. Si vous le faites correctement, vous avez des chances de prouver quelque chose. Mais tout simplement, il y a des symptômes qui n'ont pas été cherchés. Tous les symptômes, les troubles sexuels sur l'antidépresseur, les docteurs avaient consigne de ne pas les chercher. Ça apparaît pas, c'est tout, quoi. Et pourtant, le PSSD, maintenant, c'est ce qu'on appelle le PSSD, c'est peut-être le premier effet indésirable des antidépresseurs, quoi. Et c'est connu, les pharma, ils le savent, hein, ça, depuis qu'ils ont fait le médicament, quoi. Oui, donc on ne pose pas la question aux patients et on ne pose pas la question aux personnes qui suivent les patients. Donc, effectivement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de troubles sexuels. Il y a un grand principe dans la recherche médicale, c'est si on n'a pas de preuves, c'est que ça n'existe pas. On continue avec les questions pour le temps qui nous reste. Oui, bonsoir. Voilà, moi je suis le père donc, de Florian, qui est décédé à l'âge de 20 ans suite à une prise de paroxétite, un antidépresseur. Et j'avais une question pour toi, Ariane. Quel est le risque d'un journaliste qui répercute une alerte, en fait ? Ça dépend, je pense, s'il est dans une rédaction ou pas. À titre personnel, il y a plusieurs lustres. J'ai dénoncé des effets indésirables d'un médicament qui venait d'être mis sur le marché. J'ai été placardisée, j'ai subi du harcèlement moral. Et ensuite, mon mari, qui malheureusement travaille dans la même entreprise, a été licencié. Donc, ça peut coûter assez cher. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de journalistes qui font de l'enquête sont indépendants. Ils ne sont pas rattachés à des rédactions. J'étais tout récemment à la remise du prix Journalisme et Alerte à la maison, qui est attribuée par la Maison des lanceurs d'alerte. Et la personne, la jeune journaliste qui a gagné pour son enquête remarquable sur les PFAS, disait j'ai eu de la chance, mon rédacteur en chef m'a dégagé du temps, mais nous, on n'a pas de case investigation. Donc voilà, France 3 n'a pas de case investigation. C'est quand même assez parlant. Je me donne la parole pour une question, parce que je m'étais inscrit sur mon tour. Et après, il y a Calvin. C'est une question pour Cécile Barrois. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il fallait renforcer l'anonymat. Et j'aurais voulu savoir comment vous gérez la contradiction avec le droit fondamental et notamment les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression. C'est-à-dire que est-ce que vous n'avez pas le sentiment que pousser l'anonymat, c'est reculer sur le droit fondamental de la liberté d'expression? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, elle concerne l'autocontrôle, puisque l'autocontrôle, c'est en fait le fondement du Code du travail, puisque le travailleur alerte immédiatement l'employeur lorsqu'il constate des risques pour l'environnement et la santé publique. Et en fait, on est sur une obligation en fait, pour le travailleur, ce qui pose un problème par rapport à ce que vous disiez sur l'anonymat tout à l'heure, puisqu'on lui demande, et c'est l'indicatif, le présent de l'indicatif, alerte immédiatement l'employeur, et donc il n'a pas de choix normalement. Et donc, comment vous, défenseurs des droits, vous allez gérer d'une certaine manière cette obligation du Code du travail pour le travailleur, et comment vous gérez derrière le fait que vous avez des représailles sur les travailleurs qui alertent leur employeur sur les problèmes et qui, d'une certaine manière, sont des lanceurs d'alerte. Donc voilà des petites contradictions dans le droit qui m'interpellent. Donc beaucoup de questions. Sur la question de l'anonymat et de la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression, elle garantit la possibilité donc, de s'exprimer, mais
elle n'impose pas de dire qui on est quand on s'exprime. Et donc, nous, on va avoir... Alors, quand nous, on a une personne qui nous dit « Dites-moi que je suis lanceur d'alerte », parce que là, on va lui dire, au moins vis-à-vis de nous, levez votre anonymat, parce que nous, on a bien besoin de savoir d'où vous venez, ce que vous faites, et ça nous permet notamment d'apprécier la bonne foi, etc. L'anonymat, pour nous, il est plus important sur le traitement du signalement. C'est-à-dire, quand je vais voir la CNIL, par exemple, vous avez des personnes qui vont voir la CNIL et qui ne disent pas qui elles sont. Et qui disent à la CNIL, je ne vous dirai pas qui je suis, par contre, je vous donne une adresse mail et je vais vous alimenter. Et ça marche très bien. Et la CNIL va faire du contradictoire. Et on est tous confrontés à ces difficultés-là parce que nous, défenseurs des droits, on va aussi mener des enquêtes. On est compétents notamment en matière de déontologie des forces de sécurité et on reçoit des signalements anonymes. C'est compliqué d'enquêter avec un signalement anonyme. Mais on le fait, et on le fait en faisant le contradictoire adapté, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à indiquer, on donne les éléments qui permettent à la personne en face de répondre. On commence à avoir de la jurisprudence, notamment je pense à de la jurisprudence du Conseil d'État sur des contentieux disciplinaires, et le Conseil d'État disant les témoignages doivent être connus, sauf si vous avez des personnes à protéger, et dans le sauf si, il y a les lanceurs d'alerte. Donc, je crois qu'on arrive à trouver quelque chose, et évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a d'un côté la liberté d'expression, de l'autre côté l'égalité des armes, et je crois qu'elle arrivera à composer comme on le fait tous, parce que sinon, si on oblige à dévoiler, si on considère que alerter, ça signifie de donner son identité, on peut dire adieu à une partie des alertes. Et je ne crois pas que ce soit l'objectif. Sur l'autocontrôle, alors c'est compliqué, on n'a pas eu le cas d'une personne à qui on aurait reproché de ne pas faire d'autocontrôle, donc je ne peux pas vous dire exactement. Après, c'est une partie de l'alerte, l'obligation de dénoncer les atteintes à la sécurité, par exemple santé-sécurité, c'est une toute petite partie, parce que le champ de l'alerte, il est beaucoup plus vaste. Et donc on n'a pas, j'ai pas eu cette situation, donc je ne peux pas vous dire comment on réussirait à résoudre la contradiction. Je me refuse à donner des solutions juridiques tant que le problème ne m'a pas été posé dans un cas d'espèce. C'est une déformation professionnelle et je m'en excuse. Bonjour, ma question s'adresse aux défenseurs des droits. Certains médias d'information ont prouvé historiquement leur sérieux dans la gestion des lanceurs d'alerte et dans leur extrême prudence et rigueur dans la divulgation d'informations publiques. Ma question est pourquoi la loi sur les lanceurs d'alerte ne prévoit pas qu'un média d'information puisse être un organe légitime en première instance pour un lanceur d'alerte envers qui se tourner. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez raison, la loi, elle n'a pas été faite pour les médias. D'ailleurs, c'est très clair dans les travaux parlementaires, que ce soit 2016 ou même 2022. En fait, pour moi, il y a deux corpus juridiques qui sont un peu différents. Il y a la protection du droit de la presse et du droit des médias, avec protection des sources, qui est une protection qui est fondamentale. Normalement, ça se rejoint, si vous voulez. Vous avez d'un côté un lanceur d'alerte qui alimente le média, d'un autre côté le média qui sort les éléments. Et si tout se passe bien, on ne sait pas qui a alimenté l'un et l'autre. Et donc le lanceur d'alerte, on ne sait pas qui a divulgué les faits. Et voilà, donc ça dépend. Donc ça n'a pas été fait. Il y a un texte qui est dans le paysage aujourd'hui, qui fait un peu le lien entre lanceurs d'alerte et médias, c'est le texte sur les SLAP, les procédures Bayon, qui est encore une directive communautaire qui n'a pas été transposée en France et qui est intéressante parce qu'elle a un champ aujourd'hui d'application qui est extrêmement limité. J'espère que la France fera une transposition ambitieuse. C'est beaucoup moins complet que le statut de lanceur d'alerte, mais ça interdit les procédures Bayon contre tous ceux qui dénoncent, et dedans, on a journalistes et lanceurs d'alerte. Donc peut-être qu'on arrivera à lier les deux. Mais aujourd'hui, il faut composer avec différents textes, mais je crois qu'on peut y arriver. Il n'y a pas vraiment de trou dans la raquette. Alors, une toute dernière question, parce que sinon après on n'aura pas le temps. Donc je vous demande de faire court pour qu'on puisse... Juste une question. Oui. Alors, je voulais avoir déjà une pensée pour Emmanuel Mignaton, la personne qui a dénoncé le scandale de l'androcure. Je suis une des victimes de l'androcure. Pendant des années, je me suis battue. J'avais un méningiome de 8 cm de diamètre. Et ce qui m'a valu
un temps dans un fauteuil roulant électrique où j'ai dû réapprendre à écrire, à marcher, à parler. Et à la suite de ça, je vous avoue que j'étais complètement, vraiment dépressive suite à cette opération. Et j'ai eu plusieurs antidépresseurs, 4 à 5, j'étais à l'hôpital. Et j'ai eu une thrombophlébite cérébrale. Et donc apparemment un AVC. Les premières questions qu'on m'a posées en soins intensifs, c'est « Est-ce que vous buvez ? Il faut arrêter. » J'ai jamais bu de ma vie, donc non. Est-ce que vous fumez ? Il faut arrêter. Troisième question, est-ce que vous prenez des médicaments ? Et là, à ce moment-là, j'étais complètement... Je ne savais pas comment j'allais faire sans médicaments. Et donc apparemment, l'AVC que j'ai eu, étant donné que mes analyses jusqu'ici étaient plutôt bonnes, j'étais pas une nature à sortir, à boire ou à faire des choses comme ça, c'était pas. Mais voilà, j'ai eu quand même un méningiome apparemment à cause de l'androcure. Je faisais partie de l'association Amavea et une pensée pour Emmanuel Mignaton qui a dénoncé vraiment cette affaire et je la remercie infiniment. À la suite de ça, simplement. Donc, je voulais savoir pour les défenseurs des droits, quand je vais à Paris, on me dit de m'adresser sur la Côte d'Azur, parce que j'habite à Aise, sur la Côte d'Azur. En faisant appel aux défenseurs des droits sur la Côte d'Azur, alors là, je ne parle plus des affaires médicales. Je subis des affaires de corruption à Aise avec un maire qui est un ancien du grand banditisme. Voilà, donc je voulais savoir comment je n'arrive pas ni à être défendue par un avocat, malgré... et je voudrais savoir si je peux faire appel aux défenseurs des droits, à vous, pour entendre... Nous sommes de nombreuses victimes sur la Côte d'Azur de Stéphane Cherki, et nous n'arrivons ni à être défendus, ni à être entendus, ni à médiatiser cette affaire. J'ai eu des gens assez importants comme Hélène Constanti, des personnes de Blas qui devaient faire un dossier suite notamment au rapport de la Chambre régionale des comptes qui indique que normalement la mairie aurait dû être mise sous tutelle, etc. Voilà. Donc en tout cas, comment fait-on pour se défendre ? Parce que les défenseurs des droits sur la Côte d'Azur disent que c'est trop dangereux et qu'ils ne peuvent pas apparaître. Voilà. Alors, je ne vais pas répondre sur votre situation parce que je ne la connais pas. Donc, nous, défenseurs des droits, il y a deux éléments. Il y a un siège à Paris, c'est 250 personnes, et 600 délégués. Et des délégués qui sont présents sur le territoire, qui sont présents notamment également en région Rhône-Alpes, avec des pôles régionaux qui gèrent sur le territoire. On se répartit un peu, si vous voulez, les dossiers. Donc, vous avez des choses qui sont traitées par les délégués, principalement ce qui peut se traiter en médiation. Et ce qui va donner lieu à des actions contentieuses, par exemple, c'est plutôt traité au siège. Tout ça dans 5 champs de compétences. J'insiste quand même pour dire qu'on défend les droits et libertés, mais dans 5 domaines. Lutte contre les discriminations, déontologie de la sécurité, droits des enfants, lanceurs d'alerte et relations avec les services publics. Et c'est tout. C'est évidemment pas assez. Donc ça veut dire que si vous avez une affaire de corruption, eh bien nous on peut pas. C'est pas nous, on va pas traiter. Donc ça peut faire partie des éléments. Maintenant, pour saisir le défenseur des droits, mais je crois que voilà, on va pas régler ça là tout de suite, mais pour saisir le défenseur des droits, normalement, on a essayé de faire en sorte d'avoir un chemin à suivre sur notre site pour déposer une demande, etc. Donc soit vous allez voir des gens localement qui vous vont dire c'est moi ou c'est le siège, ou alors c'est pas le défenseur des droits, c'est peut-être ce qui vous a été répondu, ou alors vous saisissez sur le site, et une fois que vous avez saisi sur le site, de toute façon, on est une machine administrative, vous avez un dossier, vous aurez une réponse. Je ne dis pas qu'on va traiter, mais vous aurez une réponse en nous saisissant via le site. On va s'arrêter là. Merci à tous les trois. Donc on refait une pause d'une petite demi-heure et on se retrouve pour la dernière conférence.